La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a dit avoir besoin de 504 jours pour arriver à tenir des élections bonnes, fiables et apaisées en République démocratique du Congo. 504 jours qui seront à sortir au dernier jour de l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. La CNSA, le gouvernement congolais ainsi que la CENI dans la tripartite ont tiré leur rideau. Les recommandations ont appelé la CENI à publier un calendrier électoral dans un bref délai, un calendrier qui sera responsable et raisonnable sans en fixer précisément la ligne en termes de temps. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa TV, bienvenue à l'entretien d'aujourd'hui qui reçoit pour vous le professeur Jacques Ndioli. Il est inspecteur général au mouvement de la libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Jacques Ndioli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes inspecteur général du MLC. Vous l'avez appris comme nous, la Commission électorale nationale indépendante a dit avoir besoin de 504 jours pour arriver à nous donner les élections qui seront bonnes et crédibles. Également, la tripartite a tiré ses rideaux depuis hier dans un communiqué final signé par le CNSA, le gouvernement congolais ainsi que la CENI. Ce communiqué final demande à la Commission électorale nationale indépendante de publier un calendrier électoral réaliste dans un bref délai sans fixer effectivement la date. Comment avez-vous accueilli la fin de ces travaux de la tripartite? Merci beaucoup. 5-4 jours dont on ne connaît même pas ce qu'on appelle les dies à quo, c'est-à-dire à partir de quand on va commencer à computer ces jours. Après avoir réclamé 16 mois et 1 jour pour enrôler, aujourd'hui nous sommes à plus de 20 mois. On nous parle de la fin de l'enrôlement au Kasaï au 31 janvier. Et quand vous lisez les fameux communiqués de cette rencontre informelle ou de CNSA, gouvernement, CENI, on parle de l'enrôlement des Congolais de l'étranger qui doit prendre le temps qu'il prendra. On parle de calendrier à bref délai. Tous ces éléments traduisent un fait. Il n'y a pas volonté d'organiser des élections dans notre pays. Ça fait plus de 4 ans, depuis 2013, que l'équipe de M. Nanga est là. Je crois qu'il y a un fait majeur, ils n'ont pas la volonté d'organiser des élections. Et je voudrais vous dire qu'en matière électorale, la volonté politique est la locomotive qui mène le processus. Donc, c'est une atteinte grave au droit du peuple congolais de se choisir de ses dirigeants. Et tout ce qui est raconté 5-4 jours, s'il faut ajouter probablement plus de 90 jours ou au moins pour l'enrôlement des pseudo-diaspora ou autres là, donc il n'y a pas de volonté d'organiser des élections. Et il est important que le peuple congolais puisse se rendre compte que M. Nanga, manifestement manipulé par la majorité actuelle, ne veut pas organiser des élections tant que le pouvoir actuel de M. Kabila n'aura pas trouvé un mécanisme juridique pour se maintenir. Eh bien, il est là par la force. Sénateur Jacques Ndioli, vous êtes quand même un expert de la question électorale, puisque vous avez le bénéfice vous-même d'avoir siégé au niveau de la CENI. Lorsque vous vous attaquez au président de la CENI, Corneille Nangaa, vous les traitez d'être manipulé par le pouvoir en place. Ça amène beaucoup de questions. Vous connaissez comment fonctionne cette machine électorale, la CENI. Vous savez qu'il y a toute une plénière. Vous avez vous-même, les MLC, un représentant renouvelé au sein de la CENI. Vous accusez pas tous les bureaux
Mais le seul président de la CENI, pourquoi? N'est-ce pas une guerre singulière vers sa personne? Non, non. Je crois que je n'ai pas de guerre particulière à mener, mais lorsque vous suivez la procédure de fonctionnement de la CENI, ce n'est pas au président de la CENI de prendre de position unilatérale. Il n'y a aucun PV de la plénière qui fixe le délai à 504 jours. Il n'y a aucun procès verbal de la CENI qui fait l'option du fameux vote manuel ou autre. Ce sont des décisions unilatérales qui sont apparemment prises dans des cercles parallèles chargés, n'est-ce pas, de s'aborder le processus électoral. Donc nous sommes sûrs de ce que nous disons, parce que, comme vous avez dit, nous avons des représentants, mais ce n'est pas ces représentants qui nous le disent, nous avons tous les éléments sur le fonctionnement de la CENI. Et pourquoi vous ne demandez pas à votre représentant du MLC à la CENI de pouvoir carrément démissionner lorsqu'il... S'il vous plaît, la personne qui est aujourd'hui à la CENI n'est pas la représentante du MLC. Le MLC participe à sa désignation. Et à partir de le moment, elle participe aux réunions. Mais les réunions doivent se tenir conformément aux prescrits, n'est-ce pas, de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il y a donc violation de ces règlements. Il suffit de lire le communiqué de nos amis de l'UNC et de tous les éléments que nous avons. Il n'y a pas de débat plénière. Il y a confiscation de pouvoir par une force qui normalement devait respecter la loi. Mais au-delà de cela, sans pouvoir personnaliser, comme vous le dites, aujourd'hui, la CENI a perdu toute confiance de parties prenantes, aussi bien internes et externes. Et vous avez suivi le dernier communiqué, comme vous l'avez dit, où on demande encore à la CENI de nous donner un calendrier. Or, le calendrier, c'est un préalable. C'est un acte de planification. C'est un document de prévision. Lorsqu'on refuse d'avoir même un calendrier de l'enrôlement, on ne sait pas quand est-ce que les enrôlements se font, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Aujourd'hui, on n'a pas encore terminé la centralisation des données à l'intérieur. Il y a encore des provinces qui n'ont pas encore transmis leurs données pour centralisation. Aujourd'hui, nous ne savons pas, il n'y a que le président Nanga et ses collaborateurs qui savent quand est-ce qu'ils vont terminer l'enrôlement au Kasaï. Quand est-ce qu'ils vont commencer l'enrôlement au sein de la diaspora. Donc, les processus électoraux manquent le minimum d'un cadre programmatique. Or, c'est une obligation de planifier les opérations, d'avoir un budget. Comment, en plein processus électoral, on peut commencer à imaginer d'avoir des votes manuels alors que la loi l'interdit? Comment on va faire les appels d'offres? Quels sont les mécanismes de garantie en termes de fiabilité, en termes de justiciabilité, en fait, de contentieux? Donc, le processus électoral est totalement dérouté et je ne sais pas si, avec cette mauvaise foi, on est capable de rentrer dans le bon sens. Voilà pourquoi nous comprenons les préoccupations des uns et des autres de dire que aussi bien le pouvoir symbolisé par le président Kabila que la CENI dirigée par le président Nanga ont totalement échoué dans la perspective de l'organisation des élections et qu'il faudra penser à autre chose. Entre-temps, vous continuez à garder quelqu'un, vous ne voulez pas qu'on parle des représentants du MLC. Permettez-moi nous n'avons question. Pourquoi avoir voulu changer celui qui était, lorsque celui qui est arrivé, finalement, n'a pas changé grand-chose dans le fonctionnement de la CENI? Mais qui vous dit qu'elle n'a pas changé? Parce que vous continuez à décrier le même fait, la non, CENI... nous parlons de la CENI. À travailler comme si elle n'avait pas de réponse. On n'a pas fait partir celle qui était là pour les raisons que vous évoquez. La personne qui est partie
c'est suite, n'est-ce pas, à la rencontre qu'il y a eu à la SECO où on a dit, comme il y a eu de mouvements dans les partis politiques, un parti politique qui se retrouve plus dans la personne. Nous participons à la désignation de la personne. Mais cette personne n'agit pas sur base de nos instructions. Elle a même ce qu'on appelle l'obligation d'ingratitude. Mais ce que nous disons, c'est que la CENI ne fonctionne pas à cause de la présence de M. Nanga, suivant les règles qui sont établies, notamment la présence de la plénière, de l'Assemblée plénière. Lorsqu'on a changé la loi en 2013, c'est parce qu'on a estimé que les 7 membres du bureau ne pouvaient pas avoir la direction totale de l'organisme. C'est pourquoi on a mis en place une plénière. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, à quoi sert cette plénière? C'est là où votre question est intéressante. C'est que la plénière, je ne dis pas la personne, la plénière, l'Assemblée plénière de la CENI, qui est l'organe de conception et de décision, il ne travaille pas. Nous devons voir le procès verbaux. Or, avec les éléments que nous avons, nous savons qu'il n'y a jamais eu de plénière pour discuter de ces fameux 504 jours. Et même s'il y avait ces plénières, le processus électoral n'appartient pas à la CENI. Le processus électoral, c'est un processus national, voire international. Voilà pourquoi la MLC exige une réunion technique pour que toutes les parties prenantes, ainsi que la CENI et les partenaires internationaux, nous pouvons nous retrouver pour dire il faut un calendrier. Et tous les arguments qu'on nous balance, par exemple la CENI qui devient le défenseur du gouvernement pour dire que le gouvernement n'a pas d'argent, ou que le gouvernement qui dit qu'il n'a pas d'argent, alors qu'il y a eu un budget qui a été voté, tout ça ce sont des manœuvres dilatoires et idéologiques pour ne pas organiser les élections. Vous contestez les 504 jours, selon la MLC et son expertise, aujourd'hui, à dater de la clôture des opérations. C'est quand la date de la clôture? En fait, jusque-là, on sait que c'est parti pour fin janvier, mi-février. Mais ça, c'est la fin de la clôture au Kassai. Et si vous ajoutez maintenant la diaspora. C'est 3 mois, vous le savez, les opérations. Donc on va terminer Qu'est-ce que vous proposez concrètement à MLC? 504 jours, c'est beaucoup, c'est largement pour vous. Vous pouvez en proposer combien pour arriver? Nous n'avons pas à faire ces calculs. Nous avons dit, et c'est là où il faudrait éclairer l'opinion. La MLC n'a pas dit qu'à partir du 30 décembre, nous ajoutons 200 jours au président Kabila. Non, le mandat du président Kabila est bien terminé depuis le 19 décembre 2016. Ça, c'est un élément fondamental. À partir du 19 décembre 2016, nous avons dit dans l'accord qu'il faut organiser les élections avant le 31 décembre 2017. Et pour l'ensemble des acteurs, sauf l'MLC, le président pouvait rester jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Nous avons toujours contesté cette interprétation. D'abord parce que la Cour a dit que l'article 70 était clair. Il n'y avait pas d'interprétation. Quand on parle de rester en fonction jusqu'à l'installation, c'est du nouveau président élu. On suppose que il y a déjà eu un président qui a été élu avant la fin du mandat du président. Donc si par de manœuvres on a empêché qu'il y ait élection du président, on ne peut pas prétexter, n'est-ce pas, de sa propre turpitude pour rester au pouvoir. C'est un coup d'État. Alors, pour assurer la saine gestion des affaires de l'État, par convention, les autres ont dit qu'ils vont
les laisser jusqu'au 31 décembre. Vous avez quand même souscrit à cet accord? Non, pas sur ces points-là. Sur ces points-là... Les MLC signataires de l'accord... Mais vous avez lu l'accord, je peux vous le donner. Les MLC a bien dit dans l'accord, si vous lisez au point 3, sous réserve du front. C'est-à-dire que nous avons refusé cette lecture-là, clairement. Donc pour nous, il était hors de question de faire ces marchandages à logement de la durée du mandat du président contre le gouvernement. Nous avons refusé. Nous avons dit que nous n'entrons pas dans ces gouvernements parce que, par convention, on ne pouvait pas prolonger éternellement le mandat d'un chef. Il me semble que vous aviez retiré votre réserve. C'est faux. Les MLC avaient signé sur non, sortir du non, mois de décembre. Non, je peux vous donner, allez, je vous dis, s'il vous plaît, allez lire l'article, le point 3 sur les institutions, président de la République, vous verrez clairement, c'est écrit sous réserve du front de respect de la Constitution. Tous ont dit qu'il peut aller jusqu'au 31 décembre. Maintenant, même ceux qui ont dit qu'ils pouvaient aller jusqu'au 31 décembre, se rendent compte qu'ils ont été, n'est-ce pas, bluffés. Donc, les fonds de la matière, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir illimité. La volonté du pouvoir en place, c'est la tentation totalitaire. Même si on donne à la CENI 1000 jours, il n'y aura pas élection, surtout présidentielle, puisque le président Kabila n'en veut pas. C'est ça la réalité. Jacques Ndioli, vous étiez négocié avec un pouvoir. Ne connaissiez pas vous, encore à l'époque, l'intention que vous décrivez aujourd'hui du pouvoir? Vous étiez à la Cinco, vous avez négocié. Vous n'avez pas lu l'intention du Joseph Kabila de vouloir rester au pouvoir à vie d'éternam? Quand je vous dis que dans l'accord, dans le corps du texte, au point 3.2, sur les institutions, président de la République, ce qu'on appelle les institutions à mandat électif, l'MLC a marqué sa réserve. C'est le seul point qui a dérangé l'MLC dans cet accord. Même lorsqu'on dit que l'on pouvait toutefois évaluer le processus électoral, ce qui a donné une broche aujourd'hui. Voilà encore, vous y avez souscrit. Voilà encore une autre escroquerie politique. Comment on peut souligner l'incise sans soulever le principal? Vous avez fait la logique. Il y a d'abord de prémices et le reste. Qu'est-ce qu'on avait comme prémisse? Les partis signataires conviennent d'organiser les élections en une seule séquence avant le 31 décembre 2016. Ok? Ça, c'est le principe. Et quand en droit, on parle de conviennent, donc on utilise l'indicatif présent, c'est une obligatoriété. Donc, mais dit toutefois, dans le cas du parachèvement, un mot qui prête à confusion aujourd'hui. Mais ça prête à confusion pour ceux qui veulent avoir la confusion. Parce que lorsqu'il y avait discussion, la CENI avait dit, ça sera peut-être pas possible que j'organise les 3 scrutins. Donc je me ferai en sorte qu'il y ait au moins 1 ou 2 scrutins. Et peut-être pour parachever le 3e, on pourra demander. Mais vous n'avez organisé aucun scrutin. Vous avez violé le principe. Et vous commencez à soulever l'exception ou l'incise. Ce n'est pas sérieux. Un mensonge d'État, cet accord du 31 décembre ou un marché des dupes entre la majorité et l'opposition? Non, il ne s'agit pas d'un mensonge. Vous ne pouvez pas dire que les évêques ont menti. Mais les évêques ont été abusés dans leur bonne foi par un pouvoir qui savait que face à la difficulté du 19 décembre,
ces pouvoirs voulaient, n'est-ce pas, avoir un élément de tromperie. Mais je vais vous dire que lorsqu'on négocie en droit, on doit négocier de bonne foi. Donc, on négocie de bonne foi. Malheureusement, on est en face d'un partenaire de mauvaise foi. Malheureusement aussi, certains parties prenantes de l'opposition ont été abusés, croyant qu'ils allaient gagner en termes de gouvernement ou en termes de la présidence de la CNSA. Et nous avions vu l'affaire, nous savions que nous étions en face d'un pouvoir qui, lorsqu'il n'utilise pas la ruse et le mensonge, il utilise la violence et la force. Entre-temps, le monde ne s'arrête pas, le jeu continue. Que ne reste-t-il à faire aujourd'hui après l'accord de la Cité de l'Union africaine, après celui trouvé difficilement au centre interdiocésain, finalement, pas d'élection en décembre 2011. Qu'est-ce qui reste à faire et qui prévoit les MLC? Les MLC est de très bonne foi. C'est comme ça que nous avons dit à M. Nanga, pour autant qu'il ait ou qu'il a envie de retrouver ses responsabilités constitutionnelles. Parce qu'il a prêté serment de respecter la Constitution et les lois de la République. Nous sommes prêts, nous les MLC, à le rencontrer là, maintenant. Parce que vous avez vu cette sorte de vaudeville qui vient de se passer, n'est-ce pas, au Palais du Peuple, qui a accouché d'un vide. Nous l'avons dit, nous voulons une réunion sérieuse, technique, avec un calendrier clair qui sera discuté par des experts, mais surtout avec l'appui de la communauté internationale. Pourquoi? Nous aurons un calendrier, un vrai, qui sera réaliste, comme les indices, mais qui sera imposable à tous. Deuxièmement, nous allons résoudre l'écueil du budget, parce que le gouvernement qui évoque la souveraineté est le même gouvernement qui ne veut pas des élections. Donc, lorsqu'on nous dit que le gouvernement a donné 70 millions, ou que d'autres ont dit 340 millions, nous ne savons pas. Or, nous avons la communauté internationale, c'est ça l'intérêt de partenaires qui veulent nous accompagner, qui disent, nous voulons vous accompagner, mais il faut qu'il y ait un calendrier clair, donc il y ait une volonté claire d'aller aux élections, et un budget clair et autour duquel nous pouvons nous attendre. Tous ces éléments, calendrier, ça n'existe pas, budget, ça n'existe pas, on nous parle des écueils logistiques et autres, comme si c'est la première fois que nous organisons les élections. Mais ce n'est pas du ressort exclusivement constitutionnel de la CENI de produire un calendrier électoral, sénateur Jacques Ndjoli. Mais non. Vous êtes constitutionnaliste. Je suis plus que constitutionnaliste. Je suis enseignant du droit constitutionnel. Et plus que constitutionnaliste, j'ai organisé les élections. Monsieur Nanga, excusez-moi de les citer, il sait qu'en matière électorale, le consensus technique est le fondement de la bonne conduite des élections. Les élections ne se mènent pas de manière unilatérale et verticale. Il faut toujours une approche participative et coopérative. Ça veut dire quoi? Lorsque le 3 avril 2011, nous faisons sortir un calendrier, c'est précédé par un processus de concertation, des discussions. Vous devez rencontrer, pas nécessairement dans ces soirs de grand-messe, vous devez rencontrer des partenaires. Et le premier partenaire, ce sont les partis politiques. Ce sont eux qui sont, n'est-ce pas, les acteurs majeurs pour les écouter. Vous n'organisez pas les élections n'importe comment. Vous parlez des processus techniques comme élection. Mais l'élection est d'abord un processus normatif. C'est-à-dire, c'est la Constitution qui définit la date des élections. Il faut une périodicité. Vous n'allez pas dire que parce qu'il me faut 1000 jours, j'organiserai les élections dans 1000 jours. Et la Constitution, vous en faites quoi? Et les lois, vous en faites quoi? Donc, il ne faut pas fonctionner comme si la CENI était un organe désincarné. Non. La CENI et les présidents de la CENI et les autres membres savent, ils ont dit de respecter la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution après les élections? De respecter les lois de la République. Et parmi ces lois, c'est la loi organique sur la CENI. Et cette loi, si vous lisez l'article
25-20.12, on vous dit qu'il faut organiser des cadres de concertation. C'est-à-dire que la CENI doit consulter toutes les forces. Et dans la pratique, au niveau de la CENI, il y a toujours ce qu'on appelle le cadre de concertation, à la fois politique, avec les partenaires internationaux, les ambassadeurs, et avec les cadres techniques, notamment les partis politiques, et même un certain nombre de collaborateurs des ambassadeurs, des organismes tels que le PNUD, pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle les consensus électoraux. Une élection doit s'organiser dans la confiance. Une des causes majeures de l'échec de 2011, c'était quoi? C'est cette rupture de confiance entre le management de la CENI et la société. Aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc, vous n'allez pas organiser une élection contre un peuple. Vous organisez une élection pour un peuple. Et c'est ce peuple-là qui vous dit, qui peut même vous dire, nous estimons que, plus que l'élection majeure, qui fragilise aujourd'hui aussi bien les institutions à l'interne que notre représentation à l'extérieur, c'est le président, accordons priorité à l'élection présidentielle. Donc, il faut qu'on cesse de dire que l'organe de la CENI est un organe indépendant. Même dans la loi sur la CENI, c'est dit, la CENI est un organe, une institution politique ou une institution, ce qu'on appelle en droit constitutionnel, les autorités administratives indépendantes ou les autorités constitutionnelles indépendantes. La Banque centrale est bien indépendante, non? Oui. Et la Banque centrale ne rencontre pas le gouvernement. La Banque centrale ne rencontre pas la FEC. Il ne faut pas raconter des bêtises ou des histoires. C'est bien dit, indépendante, mais travaille en collaboration avec les autres institutions du pays, y compris le parti politique, qui sont des institutions reconnues par la République. Que dites-vous à l'autre frange de l'opposition qui préconise une transition sans Joseph Kabila? Nous avons en fait la chance aujourd'hui d'avoir un expert en matière constitutionnelle. Est-ce possible de tenir une transition politique sans l'actuel chef de l'État, sans penser à un ordre constitutionnel nouveau qui suspende l'actuelle constitution? Mais je crois que la démarche de nos amis est basée sur un certain nombre d'éléments. Et le premier élément, c'est la Constitution elle-même. Il y a un mécanisme d'autoprotection de la Constitution. Ce mécanisme d'autoprotection, c'est l'article 64. Il y a deux alinéas. Oui. Le premier alinéa dit que lorsque vous exercez le pouvoir, la population a le droit de s'opposer à toute personne qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Ça, c'est l'alinéa premier. Et l'alinéa 2, l'attaque ou l'atteinte au régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Mais qui a attaqué les régimes constitutionnels? Ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir en place actuel qui a violé les principes fixés par la Constitution, à savoir que vous avez un mandat renouvelable une seule fois. C'est l'article 220. Deuxièmement, que les élections doivent s'organiser impérativement 90 jours avant la fin du mandat du président. Donc aujourd'hui, le président Kabila exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Donc, tout citoyen, y compris le rassemblement, a le pouvoir de mettre fin à ce régime-là. Et ils ont proposé un mécanisme qui s'appelle la transition. C'est de leur droit. Maintenant, la problématique, c'est comment ils émettent. L'article 64 ne dit pas comment vous faites. L'article 64 vous dit, voilà comment vous faites. Deuxième élément d'explication. Le fondement du pouvoir, c'est le consentement de la population. C'est l'article 5 de la Constitution. À partir du moment où vous n'avez plus la confiance de la population, mais la population a le droit. Cette confiance, elle n'est pas quantitative. Jacques Ndjouli, oui. Pour connaître la vraie position d'un peuple, il faille l'interroger. Pourquoi vous êtes contre un référendum, par exemple, pour que la population s'exprime clairement si elle ne donne plus fondement à l'actuel chef de l'État. Mais vous avez l'argent pour organiser le référendum?
Mais vous n'avez pas l'argent pour organiser les élections. D'abord, vous parlez de quel référendum? Vous parlez d'un plébiscite alors. Parce que le référendum ne porte pas sur un individu. Le référendum porte sur un texte. Et les textes, le contenu de ces textes est déterminé par l'article 220 de la Constitution qui vous dit qu'on ne peut pas poser des questions. Le peuple s'est déjà exprimé, le pouvoir constituant originaire s'est exprimé en disant la question de 2 mandats n'est pas discutable. La question de la forme républicaine de l'État n'est pas discutable. C'est comme si aujourd'hui vous dites vous allez faire un référendum pour que le Congo devienne une monarchie. Ce n'est pas possible constitutionnellement. Donc je vous dis qu'il y a un mécanisme d'autodéfense de la Constitution. Donc il ne faut pas nous amener dans un débat sur le pseudo-référendum, en fait pas un référendum, un plébiscite, pour savoir si X ou Y, ça c'est une escroquerie politique que utilisent tous les régimes dictatoriaux d'Afrique, mais qui n'est pas et que personne ne peut suivre. Jacques Ndioli, on a presque atterri. C'est vrai que la matière était assez abondante. Il n'est toujours pas facile de tout sortir d'une intelligence comme la vôtre. Un dernier mot au regard de la situation politique qui traverse les pays. Dans 2 mois, on aura atteint les fatidiques mois de décembre. Qu'est-ce qui va devenir les MLC? Que projette-t-il? Et comment vous, en tant qu'acteur politique, vous centralisez l'avenir politique de la République démocratique du Congo à la fin de cette année? Nous avons une seule alternative. Premièrement, le président de la République dit « je pars ». Et il libère le processus électoral. Vous allez voir que dans quelques mois, nous allons reçu l'alternative, la première alternative. Et la réussite de cette alternative, de cette alternance, va permettre à notre pays d'avancer. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, des pays avec moins de ressources que le nôtre. Le Ghana, le Sénégal, sont en train de réussir ces paris, ces défis. C'est-à-dire qu'au cœur de la croissance, du développement d'un pays, il y a l'efficacité et la légitimité du pouvoir politique. Ça, c'est le choix historique qui se présente au chef de l'État, qui a donné quand même de sa jeunesse et qui peut donc permettre à ces pays d'avancer. S'il refuse ces choix-là, je pars volontairement, mais il nous engage dans le schéma de l'incertitude actuelle. C'est-à-dire le schéma sans chemin, sans voie, du chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui se manifeste par tout ce qui se passe à l'Est. Je crois que vous suivez ce qui se passe à Ouvira, avec Yakutumba, ce qui se passe au nord-est avec les LRA, les ADF qui sont en train de tuer, et qui va jusqu'au sud, au nord Katanga, qui atteint les Kasaï. Donc aujourd'hui, j'étais en train de suivre un homme aussi pondéré que Saïdi Djinit, qui disait, lorsqu'un pouvoir est élu et bien établi, il a la légitimité d'agir et de faire face aux différentes menaces. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui n'a plus la capacité et la légitimité, et la conséquence, c'est ces incertitudes socio-économiques qui font que notre pays est sous l'œil du cyclone. Donc voilà cette alternative. Soit il décide de partir, de libérer le processus, soit alors il nous amène dans le schéma du chaos, de l'affrontement et de la mort. Jacques Ndioli, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été des milliers de téléspectateurs à nous avoir suivis. Merci de votre attention soutenue. Merci également à toute la grande équipe technique d'Africa TV qui nous a accompagné, la direction des programmes, Patrick Aouma qui était derrière les caméras et également toute l'équipe de réalisateurs et de monteurs ainsi qu'à la direction générale. Quant à nous, nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. Merci, à la prochaine.